Voilà, bonsoir tout le monde. Je vois que nous sommes nombreux ce soir et il y a beaucoup d'inscrits. Nous avons enregistré 1000 participants normalement ce soir. Évidemment, tout le monde ne sera pas là, mais nous sommes fort nombreux. Alors, pour commencer le webinaire et avant de vous présenter un petit peu nos activités, je vous propose de nous faire rêver un petit peu. J'aimerais bien que vous nous disiez d'où vous venez. Dites-moi un petit peu d'où vous venez. Et je sais qu'il y a des gens du Canada. Je sais qu'il y a des gens qui viennent d'Algérie. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui venaient du Maroc. Il y a des personnes de Lyon, Normandie, Paris. Tiens, ça c'est pas loin de chez toi, Laura. Il y a des gens de Toulouse, Toulouse avec l'accent, région parisienne. Il ne faut pas dire Paris, c'est région. Les Caraïbes, ça c'est magnifique. Les Caraïbes, la Savoie, l'île, la Vendée, la Belgique. La Belgique est là, toujours. Le Maroc aussi. Malika, du Finistère, magnifique. Lyon, encore une fois. Algérie. Voilà, ben on va continuer un petit peu de parler de toutes les destinations. En même temps, je vais vous faire une petite devinette parce que je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, je suis dentiste et j'aimerais bien que vous me disiez, on va essayer de trouver ensemble, quel est l'animal qui a le plus de dents, hein, parce qu'il faut laisser à tout le monde le temps de s'installer. Et si vous êtes sage, je vous donne la bonne réponse. Laura, tu peux jouer. Quel est l'animal qui a le plus de dents? Vous pouvez répondre sur le chat, hein. Non, ce Il y a n'est une, pas. Pardon? il y a une blague derrière, hein. C'est pas un requin, non, mais c'est pas mal. Armel, c'est Ouais. une bonne idée. Le dauphin non plus, non. Le crocodile non plus, non, c'est pas le crocodile. La baleine, non, c'est pas la baleine. Hmm. Laura, t'as une idée? Non. Alors là, C'est une colle. La poule, oui, ça c'est pas mal, ça. C'est drôle. Pas les poules non plus. Excellent. Alors, je vais vous donner la réponse quand même. La chauve-souris, non, ce n'est pas la chauve-souris, mais on s'en rapproche très très fort. On y est presque. ah, Oui, c'est pas mal ça fait. Le moustique non plus. La souris, presque. Allez, je vous donne la réponse. C'est la petite souris qui a le plus de dents. voilà. Je Voilà. me disais bien il allait y avoir un Il y truc. avait une petite astuce. C'était ça le petite chose. C'est Donc trop voilà, on a mignon. les petits défauts qu'on a, hein. Voilà, on essaie de. La question était quel est l'animal a le plus de dents pour Belbèche? C'était voilà, c'est la petite souris. Vous la fée des dents, évidemment, mais la fée des dents, c'est pas un animal, donc ça ne marche pas évidemment dans tous les pays. Cette blague-là, on peut pas vraiment la traduire. Donc voilà, je pense que tout doucement, toutes les personnes sont en train d'arriver. Je suis heureux de vous accueillir au webinaire de Sowell Formation. Sowell Formation, donc, est un organisme de formation en paramédical qui est associé à l'université Miguel de Cervantes de Valladolid et qui a la chance de collaborer notamment avec Laura Pinson et bien d'autres personnes comme Alain Héril et d'autres encore, et qui fait des formations d'une part courtes, qui organise des webinaires ce soir, comme ce soir, et qui organise aussi des diplômes, des formations universitaires. Le but de cette formation universitaire est de donner des diplômes validants mais non pas certifiants. Donc ça veut dire que ce sont surtout des diplômes complémentaires pour des gens qui se sont déjà investis dans une profession. Donc on part et on parle surtout avec des gens qui ont déjà un certain acquis, qui sont coachs, psychothérapeutes, euh, on va dire euh, infirmiers ou des choses comme ça finalement. Et ça permet vraiment de compléter les formations de diverses façons. On a aussi des hypnothérapeutes, par exemple, qui viennent souvent à nos formations. Et donc, Soel Formation donne ces diverses formations et ce sont des formations qui ont lieu en distanciel. De ce fait-là, ça permet de suivre la formation de son salon, de ne pas avoir à courir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du Maroc ou à l'autre bout du Québec et de se perdre en Nouvelle-Écosse pour avoir des formations de qualité. On a aussi des médecins qui nous suivent très souvent. Donc c'est assez vaste et c'est ça qui fait la dynamique des groupes parce que finalement les gens se rencontrent et se forment un petit peu les uns les autres au travers de groupes de discussion. Ce sont des formations plutôt riches.
Je vous invite à rejoindre le site dont l'adresse va être mise sur le chat, c'est le www.sorelformation.com. Mais vous allez voir sur le chat, vous aurez l'adresse et les différents liens vers les différentes formations. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Laura Pinson. Laura Pinson qui se présentera beaucoup mieux que moi, mais je vais quand même vous dire deux, trois petites choses. Tout d'abord, c'est une personne formidable, puisqu'elle est formidable. Elle a inventé les hérotypes. Elle vit entre la France et les États-Unis, donc c'est une grande chance pour nous de l'avoir en France pour l'instant, puisqu'on peut avoir une formation en temps et en heure sans trop de décalage horaire, donc c'est sympa. Et en plus d'être la conceptrice et l'inventeuse, je ne sais pas si ça se dit, des hérotypes, elle fait partie aussi de l'équipe d'enseignants du DU en sexualité et couple, qui est donné, couple et sexualité, pardon, qui est ce fameux diplôme universitaire européen qui a plutôt beaucoup de succès. Donc, si vous voulez vous inscrire, on en parlera tout à l'heure, mais il faut aller vite, qui est donné en collaboration avec le professeur Alain Héril. Laura, je te remercie d'avoir accepté de prendre la parole pour nous. Je te cède la parole parce que moi, j'ai tendance souvent à parler trop longtemps. Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Super, merci Fabrice pour cette introduction. Alors, je reconnais dans le chat quelques gens qui connaissent ces hérotypes depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps, mais du coup, alors, je serais curieuse, avant que je mette les slides, pendant que je peux encore voir le chat, est-ce que vous pourriez me dire si vous connaissez ou pas les hérotypes? Alors, on ne va pas parler que de ça, parce que les hérotypes, en soi, c'est un outil. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Mais je serais curieuse, voilà, si tu peux venir dans le chat, les hérotypes, qui connaît les hérotypes et qui ne connaît pas? Que je vois à peu près si c'est moite-moite. Oui, 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 il y en a quand même, oui, oui, non, ouais, ah, pas encore, yes, ok, ok, ok. Donc, il y a un petit peu de tout, juste le nom, ok, super, super, super. Et ben, vous allez les découvrir ce soir. Et surtout, vous allez découvrir comment est-ce que ça peut aider les couples à mieux se connaître et mieux se connecter. Alors, je pars du principe hein, donc, que vous êtes en grande majorité des professionnels de l'accompagnement dans cette salle. Peut-être pas que, hein, il y a peut-être aussi des curieux. Moi, je sais que j'ai invité ma communauté de curieux à nous rejoindre. Euh, donc, je vais quand même parler depuis le point de vue de enfin, comment on s'aide soi-même, mais aussi comment on aide les autres quand on est accompagnant, ou que vous soyez dans votre chemin. Mais je vous conseille quand même, ou que vous soyez justement dans ce chemin de professionnalisation, de prendre des choses un petit peu pour vous ce soir, de vous poser la question à vous-même, que vous soyez en couple ou pas, de tiens, dans quelle mesure je me connais finalement, dans quelle mesure je connais ma partenaire ou je connaissais mes partenaires dans le passé, et est-ce que, est-ce que je me dis pas que ça pourrait aider un petit peu, en fait, de mieux se connaître? Est-ce qu'il n'y a pas des moments de connexion, d'intimité, qui ont été plus ou moins réussis, voire carrément ratés, et qui auraient pu se passer différemment si on avait pris le temps, chacun, de se connaître soi-même et de connaître l'autre? Moi, c'est vraiment de cet espace-là que je vais vous parler. Alors, dites-moi juste aussi dans le chat, alors je peux pas faire de sondage, mais donc vous allez le faire dans le chat. Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire que vous aimeriez mieux vous connaître vous-même et ou mieux connaître votre partenaire? Aujourd'hui, là même, pas vous arrivez, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose que vous pourriez mieux connaître de vous et de votre partenaire pour l'activité? Oui, 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 voilà, tout le temps. Ah, tout le temps, voilà, c'est bien, voilà. Hein, de commencer à le connecter à votre expérience. Yes. Alors, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes au début parce que c'est une évidence que mieux on se connaît, mieux on se connecte. Hein. Mais ce qui est moins évident, c'est de le faire. Et, euh, et on va voir pourquoi, ou je vais vous le dire tout de suite. En fait, moi, la raison pour laquelle j'ai créé les hérotypes et pour laquelle surtout je les transmets au maximum, c'est parce que quand on pose la question de se connaître, souvent on ne sait pas par où commencer. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà accompagnants, c'est déjà arrivé en séance, d'être face à un couple ou même un homme, une femme, de leur demander bah, mais de quoi vous avez envie en fait? Ben, ben,
Ben souvent, ils savent pas trop. Et donc, les hérotypes, ça permet d'explorer presque, peut-être pas tous les possibles, mais presque. Hein. En tout cas, d'avoir une cartographie assez exhaustive de ce qui est possible dans les besoins qu'on peut avoir sur différents plans pour aider les gens à repérer, reconnaître. Hein, donc, c'est mieux se connaître en se reconnaissant. Alors, on va voir ce soir, je ne sais pas si on va arriver à tout voir en vrai, parce que comme d'habitude, j'ai prévu trop de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez repartir en ayant vu les 8 besoins existentiels, relationnels et sexuels qui potentiellement vous animent, vous, ce soir, animent votre partenaire si vous en avez un ou une. Que déjà, voilà, vous puissiez avoir une petite idée, alors on ne rentrera pas trop dans le détail, parce que ça fait 8 fois 3, ça fait 24 besoins. Donc on ne les détaillera pas, mais vous aurez déjà un petit peu des points de repère. On abordera, parce que ça, on me pose tout le temps cette question, la notion très délicate de la compatibilité entre partenaires, parce que c'est ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a posé les besoins et qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est le grand enjeu. Euh, je vous parlerai un petit peu de comment est-ce que moi je fais dans ma façon de transmettre, hein, pour faire en sorte que la connaissance de soi et de l'autre au sein du couple soit ludique. Donc, voilà, avec quels outils on peut faire en sorte que ce soit plus facile et ludique et efficace à la fois. Quelles actions concrètes moi j'utilise pour établir une connexion intime dans un couple, et puis un petit peu les étapes que je suis dans mes accompagnements et que donc je recommande aux personnes que je forme, qui s'appellent mes chers zéro guides, de suivre également. Voilà, tout ça partant de l'idée, là encore une fois j'enfonce des portes ouvertes, que être soi, c'est génial. Être ensemble, c'est génial. Déjà, l'un sans l'autre, isolément, c'est pas évident, mais être soi, ensemble, c'est super difficile en vrai. Et on ne le dit pas assez, on prend le couple comme une évidence. Hein, et j'ai mis cette photo-là parce qu'il y a une espèce de contorsion où comment est-ce que je fais pour à la fois me toucher moi et toucher l'autre. Et souvent, il faut se contorsionner pour être en contact à la fois avec soi et avec l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais aussi essayer de faire un petit peu interactif. À votre avis, alors, sans vous donner déjà des catégories de couple, mais un petit peu quand même, il y a des couples qui gèrent différemment cette question de l'être soi ensemble. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer, à votre avis, dans les couples de façon spontanée, quand on n'a pas fait l'effort de se connaître à la fois soi-même et l'autre? Il y a différents types de couples. À votre avis, et peut-être de votre propre expérience. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en termes d'adaptation dans votre couple quand on n'a pas pris le temps de se connaître? Alors, il peut y avoir, oui, il peut y avoir de la fusion, effectivement. Et alors ça, alors merci Armel, parce qu'il y a un des types de couples que j'appelle les fusionnels, justement, qui correspondent à certains stéréotypes que je vous montrerai. Et dans les couples fusionnels, euh, donc avec du sens, beaucoup de sensitifs, on veut faire plaisir à l'autre. Et donc, même si on ne connaît pas l'autre, même si on imagine, hein, on essaye de faire ce qu'on imagine que l'autre voudrait qu'on fasse. Et l'autre fait pareil. Et donc, on a tendance dans ces couples-là, sans savoir, à se sacrifier, entre guillemets, pour faire plaisir à l'autre, tout en tombant parfois quand même à côté de la plaque, parce qu'on est parti de ce qu'on imaginait et on n'a pas vraiment pris le temps de vérifier et de connaître l'autre. Alors, dans les couples fusionnels, quand même, généralement, ils prennent le temps d'essayer de connaître l'autre, mais ils ne prennent pas toujours le temps d'essayer de se connaître eux-mêmes. Donc, il peut y avoir une espèce de suradaptation, de la projection, exactement, croyance. Et puis, au bout d'un moment, oui, Jean-Paul, effectivement, culpabilisation de l'autre, parce que comme ça fait des années que j'essaie de faire plaisir à l'autre, mais que je ne me connais pas moi-même, et que donc, du coup, l'autre ne me connaît pas, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour. Et au bout d'un moment, ça éclate. Donc yes, tout à fait. Et tout accepter par amour. Alors ça arrive dans les couples fusionnels frictionnels. Alors je vais parler des couples frictionnels, donc avec une dominante de l'érotique primal que vous allez découvrir aussi, et un peu une certaine forme de transgressif. Dans ces couples-là, c'est généralement ceux-là ils connaissent bien leurs besoins, chacun connaît ses besoins, et du coup chacun
tire la couverture à lui. Chacun veut imposer ses besoins à l'autre. Donc, si les besoins sont les mêmes, ça marche. Et c'est parfois le cas en début de relation, mais ce que j'observe, c'est que toujours les besoins évoluent parce que Eros évolue. Et donc, au bout d'un moment, là, pareil, ça coince. Et puis, il y a les couples fusionnels-frictionnels. Là, c'est le fusionnel qui s'adapte au frictionnel. Donc, pareil, de moment, ça ne marche plus. Et alors, il y a des couples, on verra ce que j'appelle des couples équilibrés. Et puis qui font vraiment, qui se connaissent assez bien personnellement, qui connaissent assez bien l'autre et qui commencent très bien la relation. Mais ce qui se passe pour ces couples-là, c'est qu'il y a, de ce que j'observe, et vous allez me dire dans le chat si vous l'avez observé dans vos relations, vraiment un espèce d'enlisement qui fait que par la force d'inertie, on répète les mêmes choses, notamment dans la sexualité. On continue à faire ce qui marchait au début. Sauf que comme chacun évolue, ce qui marchait au début ne marche plus. Donc même pour les couples qui sont assez équilibrés en termes d'adaptation, qui se suradaptent pas forcément l'un à l'autre, il y a la question de la mise à jour. De quoi j'ai besoin aujourd'hui. Moi, j'ai pas mal de couples qui viennent me voir pour ça. En fait, j'ai besoin de faire le point, de faire un bilan de où j'en suis, qu'est-ce que je veux, où je vais. Et c'est ça donc que les hétérotypes aident à faire. Et donc voilà, on essaie d'éviter ces formats-là qui font exploser les couples. Alors, pourquoi je suis là, moi, ce soir, pour vous en parler? Parce que évidemment que j'ai traversé tout ça et que j'ai fait un long cheminement. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis sur ce chemin-là. Et c'est parti de la sexualité pour moi. C'est pour ça que les hétérotypes, au début, je les ai vraiment développés autour de la sexualité. Et petit à petit, ça a évolué sur d'autres choses. Dans ma sexualité, en gros, dans mon adolescence, j'ai commencé tôt, je me suis beaucoup forcée. Et puis après, j'ai changé de schéma, mais j'étais beaucoup frustrée. J'ai vu ça dans le chat d'ailleurs aussi, dans ce qui peut arriver dans les couples en termes d'adaptation, de la frustration. Yes. Donc pour moi, ça c'est les deux, et c'est les deux choses qu'ensemble, collectivement, j'espère euh, qu'on va éviter ça à d'autres couples, hein, voilà, en étant ensemble collectivement conscients de certaines choses. Et puis, je me suis aperçue que le sexe forcé ou frustré, c'était un symptôme, et qu'en dessous, il y avait aussi un problème de relation, de couple. Mes besoins dans le couple, de façon plus générale, en fait, n'étaient pas non plus connus et donc comblés, ce qui m'a mené à des séparations aveugles. Je savais pas, en fait, je savais pas quoi, exactement, ça marchait pas. Et en avançant sur mon chemin, je me suis rendu compte que, en fait, tout ça, ça venait de ce qui se passait dans ma psyché, évidemment, de ce qui se passait à l'intérieur de moi, ou à l'intérieur de moi non plus, c'était pas clair, en fait, et qu'il y avait des conflits internes aussi entre mes besoins et une espèce de chaos intérieur. Et avec les hérotypes et plein d'autres choses, mais les hérotypes sont une espèce de cristallisation de plein de méthodes. euh, j'ai aujourd'hui une sexualité qui est alignée, qui est probablement pas celle que vous imaginez, mais qui me convient à l'endroit où je suis aujourd'hui. Je suis dans une union qui est lucide, où je vois bien que tous mes besoins ne sont pas comblés, mais j'ai hiérarchisé mes besoins, ce qui me permet de rester en me disant, OK, en fait, le plus important pour moi, c'est présent dans la relation, et le reste, on va voir si petit à petit, on peut y travailler. Et j'ai une équipe intérieure. Et les hérotypes, c'est aussi ça, savoir une équipe intérieure harmonieuse, hein, qui communique, et donc moins de tensions internes, qui crée moins de tensions externes. Et ce cheminement-là, il m'a amené à travers le monde, hein. Donc, ce que je vous amène aussi là, à travers les hérotypes, c'est une synthèse de plein de méthodes et de recherches, hein. Donc, il y a un côté multiculturel qui m'a aidé à voir la diversité. Euh, et donc, et ça fait partie de mes couples d'ailleurs, hein. J'ai été pendant 7 ans avec un Anglais. Là, ça fait 8 ans que je suis avec un Américain. Donc, il y a voilà, ce côté qui est importante dans ma vie personnelle et qui donc est dans mon travail, de la diversité et de la différence. On n'a pas forcément la même culture, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Néanmoins, il y a certains besoins universels et c'est ça qui va nous servir de point de repère. Et les hérotypes, c'est ça. C'est 8 besoins universels qu'on retrouve dans l'existentiel, dans le relationnel et dans le sexuel. Et donc, c'est ça que j'ai créé et c'est à ça que je forme aujourd'hui des héroguides. Il y a une cinquantaine d'héroguides au moins qui sont formés. Voilà, donc je suis chercheuse et formatrice principalement et je continue à accompagner, évidemment, sinon je ne pourrais pas former. J'accompagnais pas toujours des couples, des hommes et des femmes.
Et donc, alors, je vous laisserai voir les témoignages sur le site Hérotype. Et là, juste l'idée que je veux faire passer, c'est que la puissance de cet outil-là, c'est que c'est un outil de reconnaissance. Donc, c'est ce que je vous expliquais au début, connaissance de soi et de l'autre par la reconnaissance de certains schémas qu'on montre avec les hérotypes. Et ça parle à tout le monde. Et il y a un côté vraiment, c'est une réalité universelle, hein, les hérotypes. Tout le monde peut les reconnaître à l'intérieur de soi. Et ça donne un vocabulaire commun concret aux couples qui l'utilisent. Et ça, c'est évidemment une clé pour se connecter, que ce soit se connecter physiquement ou intellectuellement ou émotionnellement. Il y a un moment où si on n'a pas les mots et si on met pas le même sens derrière les mots, on ne peut pas se connecter. Et donc voilà, les stéréotypes permettent d'expliquer, de s'expliquer l'un à l'autre des choses qu'on n'arrivait pas à nommer avant, qu'on pouvait sentir confusément à l'intérieur, mais c'était trop confus pour qu'on puisse mettre des mots dessus et du coup on ne pouvait pas le communiquer. Alors, je passe directement dans ces 8 besoins existentiels, relationnels et sexuels. Je vais juste regarder, je vais faire de temps en temps comme des petites pauses pour voir dans le chat s'il y a des questions ou des choses. Ouais, super, ouais, vous m'avez mis ouais, ce qui se passe dans les couples quand on se connaît pas et quand on se connaît. Sabotage, on attend souvent des actions d'autres, chacun reste enfermé dans ses blessures et ses projections. Exactement, yes, yes, super. Donc, évitons tout ça. Hein, je vois les déblocages émotionnels, suradaptation. Ouais. Ah oui, merci Daniel. Ouais, on agit sur la base de clichés. Exactement. Quand on n'a pas de point de repère et quand on n'est pas connecté à ses propres besoins et, bah, qu'on a hérité d'une vision étroite de ce qui est possible, ce qui est le cas dans notre culture, on utilise des scripts, hein, notamment dans la sexualité. Il y a une espèce de script de à quoi doit ressembler la sexualité et on suit ça. Donc on est généralement pas au bon endroit hein, non plus quand on agit sur la base de clichés et qu'on suit des scripts. Et donc, à la place, hop, je vais vous parler donc de ces 8 besoins. Et alors, avant quand même, je voudrais poser quelque chose d'important parce que là, vous m'avez déjà entendu dire plusieurs fois que ce sont des besoins existentiels, relationnels et sexuels. Pourquoi est-ce que je ne vous parle pas que de sexualité avec les hérotypes? Parce que vous pouvez me dire, Eros, c'est érotisme, c'est la sexualité. Oui, et c'est bien plus large que ça. Moi, je prends Eros au sens freudien de pulsion de vie. Donc, c'est l'énergie créatrice qui nous met en mouvement partout, tout le temps, hein, dans toutes les situations. Hein. Donc, évidemment, Eros traverse le sexuel, c'est-à-dire les rapports charnels, mais il est là dans toutes nos relations, dans notre rapport aux autres, hein, dans cet élan qui va nous faire chercher le lien avec l'autre et de co-créer une expérience agréable avec l'autre. Et il est là aussi, Eros, même quand il n'y a pas d'autres êtres humains, juste dans le rapport au monde, dans le rapport à soi, quand on regarde ce qui nous entoure ou quand on est en, juste en connexion avec soi-même. Hein. Et donc, les besoins dont je vais vous parler, ils s'appliquent aussi dans la relation à soi. Et ils peuvent s'appliquer au travail, etc. Là, on va rester quand même à l'intérieur du couple. Hein. Et donc, dans ces trois sphères-là. Et moi, je vois Eros un petit peu comme cette espèce de lumière blanche, là, à gauche du prisme. Hein. Donc, c'est l'énergie primordiale qui se décompose en couleurs. Et les hérotypes, c'est ces couleurs. Hein, donc, ce sont ces fréquences d'Eros, ces courants de conscience qui sont tous à l'intérieur d'Eros, qui sont les différentes formes d'Eros. Hein, donc, les différentes formes d'élan, de mouvement de vie et de lien. Et je vous les mets tout de suite. Alors, j'ai pas pris le temps d'animer les slides. Donc, il y en a qui vont être denses. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Et on va peut-être. Alors, j'ai juste vous amener rapidement, là, avec attention, vous regardez l'image qui est à gauche. Voilà. Pour l'instant, vous ne regardez pas le texte à droite, ça va faire trop d'un coup.
juste pour regarder, ça vous parlera ou pas, hein, mais que, en fait, les hérotypes, d'où je les sors, pas que de mon chapeau, euh, je les, je, mes recherches se sont basées sur la structure énergétique de l'être humain et sur ce qui s'appelle dans le monde anglo-saxon le energy psychology. Donc l'idée qu'il y a des formes il y a des traits psychologiques euh, qui sont liés à des centres énergétiques. Et donc, pour ceux qui connaissent, donc c'est en lien avec les chakras. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est que les chakras. Ça marche quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y en a qui sont très proches de la Terre. Hein, vous voyez en bas, le premier, il est vraiment à la racine. Il est proche du corps, des instincts, et de ce qu'on peut appeler l'éros physique, avec tous les impacts du coup que ça a dans la sexualité, notamment, et dans le couple. Hein, la place du corps, ça, on n'en parle pas assez aussi. De... Finalement, c'est pas si évident que ça, la place du corps dans le couple, dans le quotidien. Et plus on monte, plus on va vers ce qu'on pourrait appeler les roses psychiques, le monde de l'esprit, le monde des idées. Où évidemment qu'il y a toujours du corps, à partir du moment où on est sur cette terre, il y a toujours du corps. Mais dans la sexualité notamment, euh, c'est pas ce qui. La sexualité physique est moins importante, ou en tout cas, elle va être désirée avec des intentions spécifiques, qui sont pas du tout les mêmes, celles qui vont être mises en bas. Et donc, avant de vous parler de la sexualité, pour que vous compreniez d'où sortent les 8 satisfactions sexuelles dont je vais vous parler. Donc, je vous parle déjà des besoins existentiels. Et je vais vous demander de prendre un instant en les regardant pour sentir si ces besoins, vous les reconnaissez en vous ou pas. Sachant que vous les avez tous, tout le monde a tous les hérotypes, mais ils sont plus ou moins actifs. Hein, ils sont plus ou moins, ils s'expriment plus ou moins fort euh, pour plein de raisons différentes que je ne vais pas nommer là pour aller plus vite. Mais potentiellement, vous allez peut-être tous les reconnaître. Alors, le premier, on va commencer par le bas, parce que c'est les plus faciles à sentir, hein, c'est le besoin existentiel de vitalité corporelle. Je pense que ça vous parle. Hein, donc, c'est vraiment cette connexion à la chair, et comment je me sens pulser, vibrer, et comment je me sens en forme, et puis même en accroissement de puissance, hein, dans mon corps. On va voir ce que ça donne après dans les autres sphères. Et quand on est au niveau du primal, c'est moi et mon corps. Hein, c'est vraiment je suis mon corps et c'est ça qui compte, c'est comment je maintiens euh, mon corps. Le sensitif, on passe dans un autre espace où il y a l'autre, où il y a la relation à l'autre et un besoin existentiel de sécurité émotionnelle. Hein, donc de lien et de lien paisible, harmonieux, où euh, je, 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 je vois l'autre, l'autre me voit, et tout se passe bien. C'est pas du tout les mêmes types de plaisir aussi. Hein. Dans la vitalité corporelle, je vous laisse imaginer. Alors, je ne vais pas vous mettre de musique aujourd'hui, j'adore transmettre les autres avec la musique, mais là, ça va être trop court. Mais vitalité corporelle, on est dans le plaisir explosif, intense. Hein, imaginez volcan, feu d'artifice, cheval au galop, tout ça, tout ça. Euh, et dans le sensitif, on est au contraire dans des plaisirs plutôt apaisants, réconfortants, penser flotter sur l'eau, s'allonger dans du velours, voilà, des choses beaucoup plus douces, hein, tout ce qui est cocon, etc. Donc des types de plaisirs très différents, qui déjà vous met la puce à l'oreille sur ce qui peut se passer dans les besoins relationnels et sexuels. Le transgressif, on est dans la liberté personnelle, donc là on commence à rentrer un peu dans le mental, hein, un peu plus. Et d'ailleurs, le transgressif se sert beaucoup de l'imagination, et il aime imaginer des possibilités alternatives à ce qu'il est en train de vivre, et il a besoin d'affirmer sa volonté. Et de ce qui nous mène à des jeux de pouvoir, hein, pouvoir sur le monde, pouvoir sur les autres, ou pouvoir que le monde ou que les autres ont sur moi, et comment je joue avec tout ça, comment je joue avec les interdits. Hein, la liberté va avec la notion d'interdit. Euh, et tout ce qui peut être un peu encore une fois, alternatif, hors norme, hors convention. À un point de vue existentiel aussi, ça peut être hors système,
hein, vivre dans une yourte, dans la forêt, gagner de l'argent différemment, être pour une autre économie, ça peut être appartenir à une sous-culture, une contre-culture, etc. Donc c'est pas que dans la sexualité. L'éthéré, on est dans un besoin d'unité universelle. Alors généralement, les trois premiers, je sais qu'ils parlent à peu près à tout le monde. L'éthéré, il est plus difficile, il est moins éveillé chez les êtres humains aujourd'hui, en tout cas dans l'érotest, parce qu'il y a un test qui vous permet de voir votre érotype dominant en ligne, hein, l'érotest. Il sort moins. Le primal et le sensitif sortent beaucoup, et le versatile, c'est les trois qui ressortent le plus. Je vous parlerai du versatile en dernier. Donc voilà, l'éthéré, il est plus difficile à appréhender dans notre culture. Je pense que dans des cultures orientales, ça serait très différent. C'est l'unité universelle, c'est se sentir connecté à plus grand que soi, hein, la connexion avec la nature, avec l'univers, hein, les cycles de l'univers, les animaux, enfin cette idée que la vie euh, est quelque chose de, de sacré, de subtil, hein, la connexion à l'invisible aussi. Tout ça, c'est dans l'intérêt. Et donc, pour certaines personnes, c'est indispensable de se sentir connecté à ça. L'artiste, besoin de beauté, matérielle ou immatérielle. Bon, ça, c'est assez évident, je pense. Donc, ça peut être la beauté du corps, mais pas que. Hein, il y a un côté un peu culturel quand même avec l'artiste, c'est-à-dire il est beaucoup dans la comparaison, l'artiste, et la comparaison à des canons de beauté, à des références, à qu'est-ce qui lui a été transmis comme étant beau ou pas beau. Euh, L'architecte, c'est un besoin de productivité rationnelle. Alors celui-là, il est surreprésenté dans notre culture. On souffre, je pense tous et toutes, j'appelle ça la tyrannie de l'architecte. Il y a la prison primale dans la sexualité et il y a la tyrannie de l'architecte dans l'existentiel. Et là, bah, c'est ce qui nous fait travailler, ce qui fait on veut réussir, on veut s'accomplir, on a peur de l'échec, hein, on a une vision de notre vie idéale réussie et on veut la manifester, la mettre en œuvre avec tout ce que ça peut nous coûter en énergie. Et alors l'architecte, souvent, il prend le pas sur tous les autres, il met tous les autres hérotypes en esclave, hein, dans notre vie. Et on fait tout pour être dans cette productivité. Notamment parce que la société est telle aujourd'hui que c'est en étant dans cette productivité rationnelle qu'on assure notre vitalité corporelle. Puisque c'est comme ça qu'on gagne de l'argent et qu'on mange. Donc il y a un truc comme ça. Et ça, en fait, euh, ça, ça bloque, ça met beaucoup de couples en difficulté. Parce que euh, c'est difficile à rendre compatible avec la sécurité émotionnelle, qui est un autre grand besoin. Et enfin, l'alchimiste, vérité spirituelle. Alors ça, c'est l'érotype de l'élévation de conscience, de la transformation, de la guérison. Donc ça, on y pense un petit peu moins aussi dans notre société. Après, moi, dans ma communauté, c'est très, très représenté. Moi, personnellement, c'est celui que j'ai mis en premier, hein, dans mon équipe intérieure. C'est lui le boss, hein, parce que lui, il peut faire feu de tout bois, de toute situation, puisqu'il peut trouver une leçon, une façon de guérir et de grandir dans n'importe quelle situation, même frustrante. C'est le chef pour, pour sortir de la frustration alchimiste. Et le versatile, besoin de nouveautés continuelles. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, voilà, ça a envie que ça bouge, de changement, besoin d'être très stimulé, notamment intellectuellement apprendre. Hein, c'est l'explorateur, hein, c'est celui voilà, qui fait que putain, qu'est-ce que il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, c'est un peu le what's next. Et je vois chez l'enfant, hein, tout ça, je le vois, c'est des choses que j'observe chez mon fils qui a 3 ans. Pas tous les hérotypes, hein, mais en tout cas le versatile, ce truc de ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on découvre? Hein, ce côté explorateur. Voilà, donc déjà prenez un petit temps pour faire un petit point, dire est-ce que, alors j'ai pas donné encore une fois énormément de détails, mais est-ce que il y en a qui sont plus importants pour vous aujourd'hui que d'autres? Est-ce que
ça peut être intéressant de voir s'il y en a un en particulier. Où vous vous dites, ouais, ça, dans ma vie, dans ma relation à moi, dans ma relation au monde, j'ai super besoin de ça. C'est de ça dont j'ai le plus besoin. Et je vous laisse juste un petit instant pour sentir ça. Et alors, pour me mettre des questions dans le chat aussi, s'il y a certains de ces besoins qui ne sont pas clairs, ou si ou n'importe quelle question qui vous vient, hein, je les regarderai après. Questions, réactions, mais voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez? Dans quoi vous vous reconnaissez? Et potentiellement, alors c'est plus facile avec la sexualité, mais dans quoi vous reconnaissez votre partenaire ou votre ex? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, ah mais en fait, d'accord, c'est ça qui se jouait pour lui ou pour elle, et moi j'étais pas à cet endroit-là, et en fait on courait pas après les mêmes choses. Encore une fois, on a tout, mais à des degrés divers, à différents moments de la vie. Et donc, c'est à partir de ces besoins existentiels qu'on peut comprendre les attentes et les attitudes dans la relation intime, et notamment le rêve relationnel et la satisfaction sexuelle. Une fois que quand vous avez compris ça, vous comprenez hein, les attentes relationnelles et sexuelles. Et alors, je voulais, je vous les mets là aussi. Alors, je vous avais prévenu, hein, ça fait beaucoup d'infos. Euh, Est-ce que je vous le présente comme ça? Est-ce que je m'étais mis une autre façon de vous le présenter? Euh, Ce que je vais faire par rapport au temps qu'on a là ensemble, c'est que je vais vous laisser regarder ça quelques instants. Je vais vous laisser sentir ce que les mots vous inspirent. Il y a certains mots qui vont vous inspirer des choses, qui vont vous parler, et d'autres pas. Hein, avant de vous les décrire un peu plus en détail, parce que c'est ça qui est important à faire avec les érotypes aussi, c'est de laisser à nos accompagnés le temps et l'espace euh, de regarder les possibles, qui peut être un peu vertigineux, et de laisser raisonner, et de mettre leurs propres mots. Ah, parce que moi, c'est mon travail de créatrice de la méthode des érotypes, c'est de choisir certains mots, parce que je sens qu'ils cristallisent quelque chose qui est plus proche de la réalité qu'il y a derrière. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun met ses mots derrière. Donc, je vais me taire pendant 3 minutes pour vous laisser regarder ça. Ok, je vais pas arriver à tenir 3 minutes. Alors, je regarde un petit peu dans le chat et je retourne regarder dans le chat. Euh, alors, en fonction de ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est peut-être plutôt le relationnel ou plutôt le sexuel. Euh, La sexualité n'est pas forcément importante pour tout le monde à chaque instant de la vie. Donc, peut-être que c'est plus le relationnel que vous avez envie de regarder. Ou peut-être que c'est le sexuel qui vous attire pour comprendre mais pourquoi ça marche et surtout pourquoi ça marche pas. Donc, souvent, ça ne marche pas parce que encore une fois, on n'est pas dans le même, on n'est pas sur la même fréquence, on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein, littéralement, on n'est pas dans la même couleur que l'autre. Euh, Ce que je vois le plus, ah ben non, je vais vous faire deviner. À votre avis, quelle est la combinaison dans le sexuel, la combinaison la plus fréquente où ça ne marche pas?
Je vois que 3 messages dans le chat, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez deviner plus. Voilà, merci. Alors, sensitif et primal, yes. Alors, alchimiste architecte, primal éthéré, ouais, ça c'est chaud aussi. Sensitif primal sensitif, éthéré primal, architecte primal, yes, la petite souris. Primal éthéré, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, vous avez bien senti que primal artiste, hein, ça peut aussi, yes, architecte sensitif. Mhm. Ouais, ouais, éthéré architecte aussi, oui. Vous voyez un petit peu toutes les combinaisons difficiles qui peuvent exister. Alors, ce qu'on voit le plus, ce que vous verrez le plus, c'est effectivement primal sensitif, parce que c'est les deux qui sont les plus représentés. C'est la base, hein. On est près du corps, hein, donc c'est les plus représentés dans la population, de ce que j'observe. Et comme vous avez commencé à le sentir, ils sont pas dans la même énergie du tout. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas s'entendre, mais ça veut dire que sur le coup, comme ça, il y a un malentendu et qu'il y a un cycle de déception et de déconnexion qui s'installe entre ces partenaires-là. J'ai vu aussi, vous m'avez mis primal éthéré. Alors effectivement, hein, si vous vous laissez imaginer des ébats sauvages, et donc avec avec l'énergie qui va avec, et le rituel de communion, vous avez bien senti qu'effectivement, là, ça va pas être évident. Alors, celui-là, cette configuration-là, je la vois moins parce qu'il y a moins d'éthéré et qui est éveillé dans notre société aujourd'hui. Mais dans les milieux du tantra, par exemple, où il y a une surreprésentation de personnes avec beaucoup d'éthéré dans leur profil, il peut y avoir un mépris du primal. Alors, pas partout, hein, parce qu'il y en a qui ont aussi compris que le primal, en fait, dans le tantra, en vrai, tout est nécessaire, et la vitalité corporelle est le fuel, hein, et la batterie qui permet une extase, une communion, et qui va nous propulser dans l'unité universelle. Donc, en profondeur, c'est pas incompatible. Mais en premier lieu, comme ça semble l'être. Euh, il y a aussi effectivement, je rebondis sur l'architecte sensitif. Bon, moi, j'ai travaillé dessus pour moi personnellement sur cette combinaison-là en existentiel pendant un an, tellement c'est compliqué. Euh, Effectivement, alors ce que va faire l'architecte souvent, c'est qu'en fait, il coupe la sexualité à partir du moment où il n'est pas utile. Comme il est à fond sur ses projets et sur la construction, si le sexe n'est pas utile au projet, ben, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, on zappe le sexe, en fait. Sauf si on a un projet de faire des enfants. Là, on remet de l'énergie dans la sexualité. Hein, mais sinon, euh, hop, c'est une activité qui saute si on est vraiment dans cette énergie-là. Et alors, si on est dans cette énergie-là d'un point de vue existentiel, c'est-à-dire qu'on travaille énormément, notre architecte est sollicité toute la journée au travail, et on a du mal à switcher le soir, ce qui fait que même chez des personnes qui ont aussi du sensitif, elles, n'a- il- elles ont du mal à transitionner. Elles restent dans l'architecte, les to-do list, et le qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis l'anxiété, il y a un côté anxieux avec l'architecte, hein, qui est tout le temps à penser à l'avenir, euh, et qui est difficilement compatible avec le type de présence qui est nécessaire aux sensitifs. Euh, Chez les hommes, beaucoup, alors je dis chez les hommes, mais j'essaie de dépasser les clichés de genre avec les hérotypes. Et c'est très efficace pour ça, parce que il y a, voilà, euh, il y a des profils très différents chez les hommes, énormément. Il y a quand même une petite dominante chez les hommes à être architecte primal, ce qui donne la sexualité qu'on connaît malheureusement trop bien, qui est le rapport mécanique basique. Hein, on mélange le coït utile, alors c'est le coït, ça peut être utile à la santé aussi.
hein. On voit ça chez les architectes. Et à un moment, bah voilà, ça me permet de décharger de me remettre à l'équilibre, de me détendre. Et donc, c'est là où il y a une alliance architecte primale, hein. Et donc, voilà, c'est le coït de base qui, du coup, ne nourrit pas les autres besoins de faire l'amour avec amour, du rituel de communion. Scène splendide, hein, c'est l'architecte, bah, faut que ce soit beau, hein, donc il faut qu'il y ait une forme de grâce. Et alors, l'artiste aussi, parfois, évite la sexualité parce que peur d'être déçu, parce que c'est un idéaliste, l'artiste, hein, donc il s'imagine le moment sexuel comme waouh, c'est Titanic chorégraphié avec son et lumière, etc. Et donc, comme généralement ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, il préfère rester dans ses fantasmes. Et l'alchimiste aussi va parfois en évidemment. Alors, l'alchimiste, il est en contact avec les mémoires et les blessures, avec l'inconscient, à la fois individuel et collectif. Et il peut aussi détourner de la sexualité quand il y a des traumas qui remontent pour une raison ou pour une autre. Et que du coup, à ce, pour l'alchimiste, à ce moment-là, la sexualité doit devenir un espace de transformation, de guérison, de révélation profonde. Et du coup, comme avec la plupart des partenaires, on nous a absolument pas appris à faire de la sexualité thérapeutique, entre guillemets, eh ben on évite la sexualité. On va pas y aller s'il n'y a pas de possibilité d'espace, hein, de transmutation et de transformation dans la sexualité, on évite. Donc, ce duo, on va éviter. L'éthéré aussi peut éviter parce que pareil, si on n'est pas dans une communion et ce côté un peu cosmique, extatique, on préfère ne pas faire, hein. Donc, il y a des formes de désir différents. Et celui qui a le désir euh, le, plus, euh, le plus constant, hein, c'est le primal. Voilà, voilà. Donc chacun a des modes excitatoires différents, des pratiques préférées différentes. D'ailleurs, ça, je pense que c'est ce que je vous ai mis dans la slide d'après. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais vous donner une idée de tout ce qu'on peut décliner avec les érotypes, tout ce qu'on peut comprendre. D'ailleurs, vous comprendrez probablement pas tous les termes, hein, mais je vais prendre dans la sexualité. La fonction et l'importance de la sexualité, c'est différent d'une personne à une autre, d'un érotype à un autre. La jouissance recherchée, le rapport à l'orgasme génital, la libido et la prise d'initiative est différente pour chaque. Les pratiques préférées, les excitateurs, les extincteurs, les super pouvoirs érotiques, les difficultés, les frustrations, tout ça, ça varie d'un érotype à un autre et donc d'une personne à une autre. Et dans la relation, qu'est-ce qu'on aspire à vivre dans l'union? Qu'est-ce qui nous déconnecte de l'autre? Euh, et dans le couple spécifiquement, quelle vision on a du couple? Quel rapport on a à l'exclusivité? C'est pas pareil selon les neurotypes. Qu'est-ce qui fait qu'on est les fondements de l'attraction amoureuse, le rapport au sentiment? Le style de communication aussi varie d'un neurotype à un autre et les contractions défensives. Et en existentiel, voilà, les lumières et les qualités, les forces, les défauts, les failles, les peurs et le type de plaisir qu'on va rechercher, etc. Donc tout ça, c'est des variantes. Donc vous voyez pourquoi je ne vous donne pas le détail de tout ce soir. Je vous remets ça pour que vous repreniez un petit instant. Je vous ai un petit peu plus détaillé sur la sexualité. Vous posez la question de tiens, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui pourrait se passer en l'autre, en re-regardant, alors avec les images un peu plus grandes, ces différents attributs et en vous demandant quel est votre vécu aujourd'hui. Ça, c'est un autre exercice que j'aime bien faire. Quel est votre vécu aujourd'hui et quel est votre voulu? Voilà, ce petit mot vécu, voulu. Voilà, juste pour continuer à processer un petit peu, à intégrer ces différents possibles. Alors encore une fois, peut-être que c'est un petit peu vertigineux là, parce que ça fait beaucoup de possibilités, ça fait beaucoup de mots à intégrer et de réalités à mettre derrière. Donc prenez ce qui est le plus facile là pour vous, là où ça vibre, où vous mettez facilement une réalité derrière. Donc, vous n'êtes pas obligé euh, d'ouvrir les 8 portes ce soir, mais voilà, vous avez c'est possible et vous voyez comment ça peut s'articuler ou pas
Je regarde, du coup, j'en profite pour regarder dans le chat s'il y a des questions. Ouais, ok, donc voilà, super, vous vous reconnaissez. Le primal se conjugue-t-il avec un autre hérotype? Bonne question aussi. Euh, alors, bah, je pense que ça va nous amener, il me semble que c'est ce que j'ai prévu de vous montrer après, à la question, voilà, de la compatibilité entre partenaires. J'aborde cette question-là, qui est toujours une question qu'on me pose et qui est douloureuse, parce que d'un côté, évidemment, que j'ai envie de vous dire que euh, tout est possible, et j'y crois, vraiment. Mais il y a quand même des cas où c'est hyper difficile. Alors déjà, avant d'introduire cette notion de compatibilité, juste, je réenfonce quelques portes ouvertes et je vous mets des mots qui, moi, m'ont aidé à, à poser des notions importantes. Il y a l'éros intra-psychique, donc l'éros individuel, ce qui se passe en moi. Et donc, quand on a deux êtres humains qui vont se rencontrer, chacun a son éros individuel, donc chacun a sa combinaison d'érotypes. En existentiel, en relationnel, en sexuel, chacun vient avec des besoins. Et nos deux petits mondes, avec leurs couleurs différentes, leur mélange unique de couleurs, viennent se rencontrer et créer une autre entité. Hein, comme l'entité couple, c'est une entité, il y a 1 plus 1 égale 3. Hein. Il y a cette entité de l'éros partagé, de l'éros interpsychique, de ce qui est entre nous. Entre nous, à la fois ce qui nous relie et puis aussi parfois ce qui nous sépare. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de l'éros partagé, c'est évidemment pas la synthèse parfaite de ce qui se passe dans les deux éros individuels. Hein, il y a des filtres qui se mettent en place et le partenaire A ne va pas exprimer tout son éros individuel avec B et B ne va pas exprimer tout son éros individuel avec A. Il y a certaines choses qu'on va vivre ensemble. Alors, j'ai mis A et B ou X et Y, comme c'est pareil. Euh, et parfois, bah, c'est beaucoup plus l'éros individuel de X qui donne la couleur de l'éros partagé. Donc, on en revient à notre idée d'adaptation. Euh, ou ça peut être beaucoup plus l'éros individuel de Y. Ou ça arrive aussi que c'est ni l'éros individuel de Y, ni l'éros individuel de X qui se retrouvent dans l'éros partagé. Ça, c'est dans le schéma où on suit des scripts, hein, on se base sur des clichés, comme on l'a vu tout à l'heure, et du coup, c'est dans le cas où ni l'un ni l'autre ne se connaît, lui-même ou elle-même. Hein, et donc, bah, on fait comme on croit qu'il faut faire. Et donc, c'est le pire héros partagé possible dans la sexualité. Euh, parce que bah, du coup, là, les deux sont frustrés. Euh, donc, soit il y a une frustration des deux côtés qui ne se voit pas toujours tout de suite, parce qu'au début, bon, bah, si on croit faire ce qu'il faut faire, hein, bon. Soit il y a un déséquilibre, hein, fréquemment. Et donc, plus on connaît ce qui se passe dans les rôles individuels et plus on l'exprime explicitement, plus on va pouvoir ajuster et harmoniser cet éros partagé. Ce qui va évidemment poser la question de si X a beaucoup, bah là il a beaucoup d'artistes, tiens, notre X, je trouve. Il a pas mal d'artistes et d'architectes. Et que donc, mettons, il est toujours dans ses projets, il a une vision assez idéaliste de la sexualité, et en gros, il n'y va pas si c'est pas parfait. Entre l'architecte et l'artiste, il est perfectionniste, il faut que ce soit parfait, donc ça le coince. Et là, Y, hein, on a pas mal de primales, de sensitifs, donc lui, il est beaucoup plus facilement dans son corps, dans ses émotions, et il a envie d'aller au contact corporel, charnel, hein, pour s'amuser en mode primal, pour se connecter émotionnellement en mode sensitif, et il comprend pas pourquoi X, il veut pas y aller. Ah bah, X, il a besoin que ce soit beau, il a besoin que ce soit utile. Alors après,
question de comment, une fois qu'on a posé ça, hein, qu'on a posé les besoins, on va le voir, je vous le redirai après, il y a la question de est-ce que chaque partenaire veut et peut faire un pas vers l'autre et activer des hérotypes qui sont un peu plus à l'état latent, en sachant que tout le monde a les 8, hein, donc ils sont tous là potentiellement. Et après, c'est un trajet, c'est un chemin, hein, de se dire, bah, tiens, peut-être que ouais, finalement, moi, j'ai refoulé mon primal pour plein de raisons. Et ça arrive, alors, notamment souvent chez les femmes, le primal est refoulé. Il est interdit parce que c'était nos grands-mères nous ont appris que c'était dangereux. Est-ce que du coup, comme c'est une demande de mon partenaire, est-ce que je peux avoir envie de me réapproprier cette facette-là de moi-même et à quelles conditions? Et souvent, la condition, c'est OK, je veux bien aller réveiller mon primal, mais en face, il faut que le partenaire avec plus de primal réveille son sensitif. Hein, et donc, on arrive à ce que j'appelle des dynamiques initiatiques où, en fait, les contraires sont complémentaires. Hein, souvent, en fait, le sensitif a besoin du primal et vice-versa. Et les différences deviennent des moteurs d'évolution par intégration de nouvelles dimensions. Et ça devient aussi des révélateurs de blocages profonds à accompagner. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai mis stéréotypes? Souvent, c'est des conditionnements. Hein. C'est parce c'est parce qu'il y a des injonctions, parce qu'il y a des interdits, peut-être parce qu'il y a des traumas qui font que c'est pas safe d'y aller. Et donc, c'est là que commence tout un travail de rencontre de soi, d'aller éclairer des choses très profondes en soi sur l'invitation de notre partenaire, hein, qui a besoin de vivre une certaine expérience. Et si nous, on veut aller vers cette expérience, bah, il faut, si on en a envie, faire un travail intérieur. Donc, c'est ça que j'adore. En tout cas, moi, c'est ma vision du couple. Et les hérotypes sont un outil de ces dynamiques initiatiques où on peut s'enrichir mutuellement. Alors ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, mais globalement, il y a, pour revenir au tout début, je vous avais parlé un petit peu fusion-friction quand on a vu comment les couples s'adaptent l'un à l'autre. Hein, je vous avais parlé de frictionnel, qui a tendance à pas s'adapter, justement. Hein, donc le primal, qui est dans son besoin, dans son instinct. Le transgressif, alors ça dépend si le transgressif est plutôt en dominant ou soumis. Mais globalement, on est quand même plus dans un hérotype de l'action, de l'intensité, de l'individuation, hein, donc de comment j'affirme mon je dans les hérotypes du haut. Dans les hérotypes du bas, on est plutôt dans une énergie de réception un peu plus subtile et de communion, où on affirme le nous. Et donc, encore une fois, ça s'oppose, mais ça se complète aussi. Hein. Si on n'est que dans le je, on va nulle part. Si on est que on devient seul, en fait. Et si on n'est que dans le nous, on se perd. Donc, on a besoin d'un équilibre. Et on va souvent chercher un ou une partenaire qui va nous inviter à nous équilibrer de l'intérieur pour créer l'équilibre à l'extérieur. Alors, il y a des types de couples, du coup, là, vous comprendrez ce que je vous ai dit au tout début. Je les vois peu, les couples frictionnels, voire je les vois, j'en ai pas rencontré énormément. J'imagine qu'ils existent, hein, donc avec surtout où les deux auraient une dominante de primal transgressif. Je vois clairement des couples fusionnels avec beaucoup de sensitifs et parfois pas mal d'éthérés. Plus que jamais, je vois des couples équilibrés qui ont... non, j'exagère. J'en vois quand même pas mal parce que j'attire beaucoup de personnes avec beaucoup de versatiles. Et quand les personnes ont beaucoup de versatiles, elles ont tendance à avoir en fait presque tous les hérotypes éveillés. Pas toujours, hein, il y a quand même des dosages différents entre les autres hérotypes. Généralement, les alchimistes sont aussi assez équilibrés, hein, parce que de croissance spirituelle, de développement personnel. Et du coup, ils sont allés réveiller plusieurs facettes d'eux-mêmes. Mais ce que je vois le plus, bah, c'est les couples contrastés. Hein. Donc, par exemple, dans la polarisation classique, l'homme avec plus de friction, la femme avec plus de fusion.
Mais il y a aussi, et de plus en plus, des polarités inversées, où c'est l'homme qui est porteur de la fusion et la femme qui est porteuse de la friction. Et puis il y a des croisements complexes, en fait, où l'un est friction en existentiel, mais fusion en sexuel. Enfin, après, tout ça se mélange. Donc il y a plein, plein, plein de combinaisons possibles. Mais quelle que soit la combinaison, l'enjeu, et ça c'est une phrase d'un de mes accompagnés, je trouvais ça génial quand il a dit, mais en fait Laura, merci, parce qu'en fait grâce aux hérotypes, on a compris que c'est pas une question d'incompatibilité, c'est une question d'incompréhension. Et une fois qu'on a compris comment on fonctionne et qu'on accueille le fait d'être différent et de pas forcément avoir exactement ce qu'on veut, ou en tout cas de devoir cheminer pour se rapprocher de ce qu'on veut, à ce moment-là, tout est possible. Alors, ça dépend aussi, hein, la question de l'incompatibilité, elle est très dépendante de la question des ombres et des lumières. Ça, je vous en parle pas trop là, mais je le développe évidemment dans les formations. Euh, Tous les hérotypes ont des lumières, des qualités. Euh, donc, ils amènent des choses positives dans la relation et dans la sexualité. Et tous les hérotypes ont des ombres, des défauts qui créent plutôt de la déconnexion, hein, qui généralement apparaissent quand il y a blessure ou quand les hérotypes sont affamés, quand ils n'ont pas ce dont ils ont besoin, ils ont tendance à basculer dans l'ombre. Et moi, j'ai tendance à dire que en fait, tous les hérotypes sont compatibles quand ils sont dans leur lumière. Par contre, il n'y en a aucun même primal ou sensitif, quand ils sont dans leur ombre, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a aussi vraiment un enjeu de cultiver euh, pour, pour chaque partenaire les lumières et de travailler les ombres. Ça va jusque-là? Du coup. Et c'est ça, en fait, c'est le travail des ombres et des lumières, hein, qui va aussi faciliter le mouvement dans les dynamiques initiatiques. Alors, pour revenir dans du concret, alors je vais passer en fait assez rapidement là-dessus. Euh, c'est juste pour vous donner un petit aperçu, c'est un petit teaser, parce que là je vois qu'on arrive à l'heure. Euh, la façon dont je travaille avec les hérotypes, pour voir si vous, en tant qu'accompagnant, c'est quelque chose que vous pouvez avoir envie d'utiliser, pour pas passer justement des heures à expliquer en séance, parce que moi, je suis là pour transformer, pas que pour informer, même si l'éducation, c'est super important aussi. Je propose des planches. Il y a des planches de mots qui permettent de se repérer. Peut-être que c'est ça que j'aurais dû vous faire faire. Et je voulais que vous intégriez aussi les mots-clés existentiels relationnels sexuels. Mais voilà, on a des plages de mots. Et du coup, les gens repèrent. Là-dedans, ils n'ont pas besoin de savoir que c'est l'architecte ou l'artiste ou peu importe. Ils ont juste besoin de se reconnaître eux, en fait. Pas de reconnaître les hérotypes, mais de se reconnaître eux-mêmes à travers les hérotypes. J'adore utiliser les planches d'images aussi, hein, selon la façon dont chaque personne va déjà avoir sur une planche comme ça, genre, par quoi, quelle, si vous vous connectez à au couple que vous voulez ou à la sexualité dont vous rêvez, est-ce qu'il y a une image qui vous attire particulièrement ou une image qui vous repousse particulièrement? Et en fonction des mots qui sont employés, du champ lexical, ça me permet moi, de savoir quels hérotypes sont en dessous et d'établir un profil, un espèce de diagnostic de l'éros individuel et ensuite de mettre les deux héros individuels en regard l'un de l'autre pour voir ce qui se joue dans l'éros partagé et ce qui ne se joue pas, justement. Hein, dans quelle mesure l'éros partagé est ou pas un reflet respectueux des héros individuels. Et ça, j'adore travailler avec ça aussi, c'est les points de connexion à Eros. Je vous laisse un petit instant pour lire. Alors, tout vous parlera pas, notamment, enfin, c'est la ligne du dessus. Je sais que les mots ne parlent pas forcément directement. Les lignes du dessous, je pense que vous allez comprendre direct. Sachez que pour chacun de ces points, il y a une variante hérotypique. Donc, il y a une façon de vouloir vivre des conversations ou le baiser ou la pénétration. À chaque fois, il y en a 8 en fonction des hérotypes. Et ça aide à aller vraiment dans le détail, dans le concret. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup manqué dans les accompagnements que j'ai pu suivre personnellement ou même dans les formations. C'est il y a un moment, à quel moment on va dans le précis de ce qui se passe, notamment de ce qui se passe dans le corps, dans le quotidien. Ce qui m'amène aux actions concrètes
que j'utilise pour établir une connexion intime mutuellement épanouissante. Vous aurez compris que déjà, il faut que chaque personne accepte d'arrêter de fonctionner en pilote automatique à partir de conditionnements passés, de scripts, de projections, etc. Que chaque personne se mette à connaître ses besoins réels du moment et qu'à partir de ces besoins réels, donc vous voyez comment les besoins réels, si on prend les points de connexion et que donc en fait, pour vous expliquer, je remonte un petit peu, on choisit un point de connexion qui est important et moi je les amène à leur demander voilà, comment est-ce que vous avez envie de vivre, comment est-ce que vous avez envie d'être touché par l'autre. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit au tout début, généralement les gens ne savent pas trop. Donc moi du coup, avec les hérotypes, je peux soit leur montrer une liste des possibles, soit leur expliquer, hein, pour les personnes qui n'aiment pas forcément utiliser de support. Et à partir de ça, là, ils vont se dire, ah oui, tiens, ça, ah oui, ça me plairait bien. Ah non, ça, surtout pas. Et donc, on prend des points de connexion, on prend des déclinaisons hérotypiques, on connaît les besoins et on fait à partir de là des propositions qui peuvent être claires, précises et réalistes, parce qu'on sait quand même aussi, on essaie de prendre en compte de quoi l'autre est capable. On accueille, l'autre fait pareil. Et du coup, chaque partenaire accueille les propositions de l'autre avec curiosité et bienveillance. C'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein. Voilà, là, et ça, je vous le mets en bullet points super simple, mais à chaque bullet point, il y a tout un processus. Et dans une certaine mesure, chaque partenaire va devoir apprendre à sentir et à agir différemment pour s'emparer des propositions de l'autre. Si ma partenaire me fait une proposition de baiser transgressif, et que moi, j'ai un problème avec le transgressif, eh ben, il va falloir que je travaille mon problème avec le transgressif. Ou alors, on attend et on trouve un autre point de connexion et une autre variante hérotypique qui est plus facile. Moi, c'est ce que je vous recommande, hein, de toujours partir avec ce qui est facile, ce qui est plus accessible, et puis on monte progressivement en difficulté. Et puis après, il faut observer et exprimer les besoins au fil de leur évolution. Tout ça, c'est un peu ce que j'appelle le mode HeroLab, enfin le mode laboratoire, hein. C'est-à-dire que à partir de là, à partir du moment où on fait des propositions, on peut jamais trop savoir a priori si on est exactement au bon endroit. Même avec l'aide des hérotypes, on va essayer, on va expérimenter, hein. Et donc c'est ça que j'appelle les zérolabs. Donc c'est déjà un état d'esprit, les zérolabs, c'est dire on va tenter des trucs et on va les tenter à différents niveaux. Moi, ce que je vous conseille de commencer à faire pour vous-même et pour vos accompagnés, si jamais vous êtes déjà accompagnant, c'est de réfléchir à la question des contacts quotidiens. J'ai mis une petite pipette, j'appelais ça les micro-dosages avant. Je dis que ce serait peut-être plus simple de juste dire contact quotidien. Les contacts quotidiens, c'est des contacts qui prennent quelques secondes. Mais vraiment, comme ça, on n'a pas l'excuse de ah, mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie. Non, ça ne marche pas. Un regard, ça prend quelques secondes. S'effleurer en passant d'une certaine façon dans la cuisine, ça prend quelques secondes, hein. Donc, déjà, la question des contacts quotidiens et de quelle énergie on a envie de donner et de recevoir dans ces mini-contacts quotidiens. Je ne peux pas vous dire le nombre de couples où juste par le regard, juste de réinstaurer du regard au quotidien, euh, ça, ça a tout changé. Soit ça a tout changé direct, soit ça a mis en lumière des difficultés, puisque bizarrement, le regard le plus souvent qui est demandé, c'est le regard sensitif, le regard ma merveille, le regard qui dit je t'aime. Et il y a des personnes pour qui c'est pas possible, ce regard-là. Et c'est là que c'est génial. Moi, j'adore ça. Pour moi, c'est là que le travail commence vraiment. Mais, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, donc qui fait que aujourd'hui, je ne peux pas donner à mon ou ma partenaire ce regard qui dit je t'aime. Et évidemment que je suis tombée sur une partenaire ou un partenaire qui a besoin de ce regard qui dit je t'aime pour que moi, j'aille faire ce travail de résolution et d'évolution. Vous voyez l'alchimiste de... Une fois qu'on a mis en place des mini-contacts quotidiens, que ça se passe bien et qu'on a eu des victoires, on passe aux maxi-sessions intimes. Les maxi-sessions intimes, c'est les hérolabs que vous avez sur le site hérotype.com. Il y en a plusieurs par hérotype. Alors, elles sont sur la sexualité, celles qui existent aujourd'hui, que j'ai préenregistrées. C'est vraiment guidé étape par étape en vidéo, etc. Mais ça peut être des sessions intimes. Si on fait une session intime architecte ou alchimiste, ce ne sera pas forcément sur la sexualité. Peu importe, en fait, on peut les faire encore une fois, voilà, c'est pas que la sexualité.
mais souvent quand même les couples qui viennent nous voir, c'est une des questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on fait une rencontre sexuelle qui dure plus de 5 minutes et qui est nourrissante pour l'un comme pour l'autre. Et donc, bah, ça, il y a, on peut le faire en mode laboratoire aussi, c'est comment s'imaginer, on va prendre soit on prend tel hérotype, soit on va explorer tel point de connexion avec différents hérotypes, hein, donc il y a différentes façons, mais c'est des explorations programmées. Et ça, c'est pas très populaire comme notion, l'idée de programmer, mais c'est indispensable au changement. Hein, parce que mieux se connaître, mieux se connecter, il y a un moment où il y a une phase d'exploration de qu'est-ce qui se passe si on essaye les choses qui correspondent aux besoins qu'on a identifiés. Les formules magiques, bah là, c'est un peu plus complexe, un peu plus élaboré. On fait rentrer plus de points de connexion et on voit comment. C'est un peu pour trouver les enchaînements qui mènent un maximum de plaisir, de satisfaction pour l'un et pour l'autre. Et puis planning plaisir, là, c'est carrément, on prend l'agenda, une fois qu'on a, encore une fois, reconnu tous les besoins, de quoi on a besoin au quotidien, de quoi on a besoin une fois par semaine, de quoi on a besoin une fois par mois, une fois par an, etc. Donc là, c'est très architecte, hein, le planning plaisir. Euh, et tout ça, dans le couple, c'est aussi de soi à ça, de soi à soi, et je vais finir avec ça rapidement. Les étapes à suivre pour gagner chaque partenaire impliqué et sécurisé. Oui, on travaille sur le couple, mais il faut mobiliser chacun des deux partenaires et responsabiliser chacun des deux partenaires. Donc, pour chacun, repérer ce qu'il cherche à s'exprimer. Donc, le vécu, le voulu, sexuel, relationnel, existentiel. Après, selon voilà, les couples viennent quand même généralement, mais pas toujours en fait. Parfois, ils viennent avec du sexuel, mais finalement, enfin, moi, c'est ce que j'observe la plupart des temps. Il faut travailler le relationnel avant. Moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas, hein, d'aller directement sur le sexuel sans se poser la question du relationnel. Et généralement, pour travailler le relationnel, il faut comprendre l'existentiel. C'est pour ça que pour moi, ces sphères fonctionnent ensemble. Prendre le sexuel de façon isolée, ça ne, dans mon monde en tout cas, ça ne peut pas marcher. Et une fois qu'on a repéré ce qui cherche à s'exprimer, les besoins, etc., eh ben, on va travailler en itération à la fois sur les rôles individuels de chaque partenaire, comment on libère les endroits où c'est bloqué et où du coup on ne peut pas aller là où notre partenaire a envie d'aller, euh, et comment on accorde les roses partagées. Et ça fonctionne ensemble. C'est parce qu'on voit comment accorder les roses partagées qu'on voit où libérer les roses individuelles. Et c'est parce qu'on est arrivé à libérer les roses individuelles qu'on peut accorder les roses partagées. Et c'est ce mécanisme-là qui est du coup bah, qui fait la complexité absolument fascinante du travail avec les couples. Voilà, donc phase 1, compréhension compassionnelle. Euh, J'accélère là aussi parce que, voilà, pour respecter l'heure, je ne vais pas vous donner plus dans le détail, mais voilà. Déjà, la phase d'accueil, compréhension compassionnelle, c'est identifier les besoins. Et phase 2, l'expansion intentionnelle. Une fois qu'on a identifié les besoins, on fait un accord d'alliance dans le couple. On prend une décision de qu'est-ce qu'on va explorer en mode laboratoire pour recréer de la connexion sur la base de cette compréhension compassionnelle de qui on est aujourd'hui, de quoi on a besoin aujourd'hui. Et donc, en Eros individuel, on va activer des ressources intérieures et on va se poser la question de l'abondance autonome. Comment je nourris mes besoins moi-même? Et dans les roses partagées, on va adopter des pratiques nourrissantes. Hein, donc, contact quotidien d'abord, session intime ensuite, formule magique, planning plaisir. Et sur ce chemin-là d'expansion intentionnelle, il y aura des besoins d'apaisement, hein, parce qu'il y a des émotions qui vont ressortir. Il y aura besoin de faire des alliances à l'intérieur de soi et entre les partenaires. Et, euh, et c'est un chemin euh, qui, personnellement, ne cesse de me fasciner. Voilà, voilà, on a un petit peu vu. Je suis arrivée à faire toutes mes slides. Hey. Mm. C'est beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si ça marche. Voilà, ben en tout cas, félicitations, Laura. C'est un exposé très dense et d'une part et d'autre part brillant parce que on a vraiment vu autant d'interactions, donc c'est vraiment agréable. Et merci beaucoup à toi. Encore une fois, c'était vraiment fantastique. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter, tout en vous disant qu'évidemment, on ne répondra pas à tout le monde. Je profite juste d'une petite parenthèse en disant, au cas où on voudrait à nous poser cette question, nous ne faisons pas de certificat de participation. Je le répète, nous ne faisons pas de certificat de participation. Et pour ceux qui n'ont pas entendu, nous ne faisons pas de certificat de participation.
Il y aura un replay de cette magnifique présentation sur notre chaîne YouTube. Donc, Géraldine a gentiment mis la chaîne de YouTube de Sowell sur le chat de discussion. Alors, je te pose quand même quelques questions. Est-ce que tu sauras nous envoyer la page avec tous les mots? Ce serait chouette. Ouais, Euh, je peux faire ça. Je peux vous envoyer la page avec tous les mots. Merci. Alors, vous travaillez avec les couples ou dans des séances individuelles séparées? Je fais les deux et ce que je préfère, c'est accompagner un couple dans des séances couples et aussi accompagner chaque partenaire dans des séances individuelles. Voilà, il y a différentes écoles et il y a pour certaines personnes, soit on fait de l'individuel, soit on fait du couple. Moi, j'adore c'est ce que je trouve le plus puissant. Je trouve que c'est un accélérateur énorme. Mais parfois, c'est que l'individuel et parfois, c'est que du couple. Mon préféré, c'est le mix pour moi. Ok, je vais couper ma vidéo. Merci. Je n'avais pas fait exprès. Alors, il y a des questions. Tu peux parcourir les questions avec moi. Hein, tu peux, n'hésite pas. Ouais. Euh, Alors, ouais, n'hésitez pas à les remettre hein, si vous en avez posé des questions au début. mais il y a Euh, beaucoup de témoignages personnels et puis surtout, tu as répondu ouais, c'est super. beaucoup de questions pendant ta présentation. Donc, c'est alors, qu'est-ce qui, la base en été, moi j'ai une question, est-ce que tu t'es inspiré d'autres philosophes ou d'autres penseurs pour mettre ça en Bien place? sûr. Ouais, 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 Qu'est-ce tout à qui te fait. met à penser? Ouais, alors donc ça a commencé avec la lecture du corps énergétique en yoga, en tantra, et donc energy psychology avec Feinstein, Donaiden, ah, j'ai oublié son nom. Une autre qui a écrit un livre qui s'appelle Eastern Body, Western Mind, qui met justement de la psychologie sur le corps énergétique. Donc voilà, cette équivalence entre corps et psyché, qui est aussi beaucoup dans la psychologie biodynamique qui m'a fondée en tant que thérapeute. Il y a un travail très similaire au point que je suis allée à un de ces événements c'était en 2016, hein, donc il y a presque 10 ans, de Jaya, qui est une sexologue américaine. Et quand j'ai vu son travail, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle aussi, elle a fait le truc sur les chakras. Bon, quand je suis arrivée à son événement qui était à l'américaine, avec 1000 personnes, et que j'ai fait, pour moi, je vais pas lui poser la question, en fait, hein, voilà. Mais voilà, vous allez trouver beaucoup de similitudes avec les Erotic Blueprints de Jaya. Mais elle est que sur la sexualité et elle en a que 5. Donc c'est voilà. Bah, c'est principalement ça. Euh, Merci. voilà. Alors j'ai une question. Est-ce que peut-on parler de l'impact énergétique du sexe et si on n'arrive pas à avoir le lien de sécurité qui peut créer de l'anxiété, ce genre de choses? Alors, l'impact énergétique, c'est dans la même question, ça? Oui, je pense qu'il y a deux questions en une seule. On va commencer par, peux-tu nous parler de la dépression et de la sexualité? On va commencer Oui, par ouais, parce que j'ai vu qu'elle est revenue souvent ça. Alors, la dépression, c'est donc là, on se place à un niveau existentiel hein, des hérotypes. La façon dont je la comprends, et c'est d'ailleurs un sujet qui m'est assez cher, euh, ça part des ombres, des sublimés, c'est-à-dire de l'architecte, de l'alchimiste, de l'artiste qui sont en déception Mhm. et en manque d'estime d'eux-mêmes. Et ça vient petit à petit miner le primal. Quand on en arrive vraiment au stade de la dépression, on bloque le primal en fait. On bloque la vitalité corporelle euh, pour s'éteindre euh, et pour ne plus se confronter euh, aux dangers perçus de la réussite à d'autres plans. Et donc sexuellement, bah, il n'y a plus, il y a plus, il y a, il y a plus, il y a plus la batterie, quoi, en fait. Et ça vient aussi souvent, la dépression, d'un manque de. Il y a aussi une carence au niveau du sensitif. Et de toute façon, la dépression, bah, c'est une carence de tous les hérotypes, en fait. Comme qui abandonnent leurs besoins.
il y a une rétractation de tout le système, un effondrement de tout le système énergétique et hérotypique. Bon, je pense que je vais arrêter de poser des questions parce que sinon tu vas donner cours pendant 3 heures. Pardon. Non, mais c'est très bien. Pour nous, c'est magnifique. Mais par contre, je pense que tu serais épuisé parce que je vois les questions qui arrivent, qui arrivent et qui arrivent et qui arrivent. Donc, ce que je vous propose plutôt, c'est de venir suivre une formation pour en savoir plus avec Sowell Formation et de suivre le fameux DU dont je vous parlais tout à l'heure, couple et sexualité. Donc, je vous rappelle que c'est un diplôme universitaire européen. Et je pense que vous avez plein de choses à découvrir. Et comme vous avez vu, nos orateurs sont passionnants. Il n'y a pas que Laura, il y en a aussi plein d'autres. Et donc, lors de ce DU, pour s'inscrire à ce DU, il faut aller sur le site de Sowell Formation. C'est une formation de 110 heures qui dure à peu près 9 mois. Elle commence le 3 novembre 2025. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se dépêcher parce que ce n'est pas une formation où il y a forcément de la place pour tout le monde. Et donc, on a déjà des réservations et on n'a pas encore 200 places, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ça s'adresse quand même à un groupe assez fermé pour pouvoir créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des interactions. Et c'est le but un petit peu. Je vous invite aussi à venir sur le site de Sowell pour voir les formations courtes qui sont données. Je vous rappelle que, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces formations sont à distance. Et c'est l'avantage de cette formule, donc de pouvoir, depuis son salon ou depuis son bureau, suivre une formation à son rythme, avec des réunions interactives par moment, mais aussi parfois simplement quand on veut. En tout cas, Laura, je te remercie 1000 fois. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci à toi, Fabrice. Merci à tout le monde. Je retiens à remercier aussi toute l'équipe de Swile parce qu'on ne les remercie jamais assez. Merci, vous êtes une équipe formidable. Merci à toi, Sylvie. Merci à Kevin. Merci à Géraldine. Merci à tout le monde de nous accompagner dans cette belle histoire. Je vous souhaite à tous une belle soirée et n'hésitez pas à venir voir d'autres formations, à voir d'autres webinaires. Alors, la dernière question qu'on pose, c'est une formation qui est-elle représentée chaque année? Oui, elle est présente chaque année, mais toujours est-il qu'on ne sait jamais si les formateurs seront encore là l'année prochaine. Donc, c'est toujours là. Mais on peut faire des pré-réservations sur l'année suivante, parce que si ça continue comme ça, on devra bloquer 2 ans de suite. Et alors, elle ouvre sur quoi? Elle ouvre sur simplement une meilleure compréhension de la vie de couple et de la sexualité. Donc, ça n'ouvre pas sur un diplôme de psychothérapeute en tant que tel, si c'est ça la question qui est sous-entendue. C'est une façon de fonctionner, de mieux apprendre finalement et de poursuivre, d'avoir plus de savoir à partager et ainsi être plus à l'aise dans certaines conversions professionnelles. Laura, merci beaucoup, encore une fois. Je Merci à souhaite vous. une belle soirée, je vous souhaite une belle soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye.